en chier pour être heureux. C'est ça qu'on nous vend, hein. C'est difficile. On nous vend l'enfer, hein. Et il faut vraiment prouver pour gagner notre paradis, hein. On arrive de loin quand même, hein, avec cette culture. Et or non, moi je dis on y est déjà au paradis. Pourquoi attendre? Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité, merci pour les commentaires bienveillants que vous laisserez évidemment, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nom de Zeus, qu'attendez-vous? C'est maintenant un petit pouce, un petit clic pour nous faire savoir que vous aimez ces productions et que vous avez envie de nous suivre et d'en savoir plus. On va accueillir Alexandra Elchaninov qui est installée sur ses canapés. Bonjour Alexandra. Bonjour Marc. Merci d'être venue de votre sud, oui. Où il fait toujours beau. Ah oui. Et où vous y êtes bien. Ouais. Bon, près de Montpellier, hein, c'est ça? Ouais, là, particulièrement à Fontvieille, au milieu des oliviers. Oh là là, magnifique. Ouais. Et c'est là-bas que vous avez installé votre école? Oui. Cette école qui porte le nom du visuel que l'on voit ici, oui. Neuroessence. Neuroessence, ouais. Neuroessence, déconstruction des schémas de pensée. Alors ça, évidemment, ça va parler à beaucoup de gens. Ça va parler à beaucoup de gens parce qu'on est conditionné dans un système qui fait qu'on a ce côté un peu répétitif des schémas de pensée qui nous habitent depuis notre naissance, voire même avant la naissance. Ouais, absolument. Oui. Avant la naissance, donc intra-utérin, préconception, 9 mois, voire 18 mois avant la conception, ça s'appellera des programmes. Donc c'est un conditionnement qui s'il est négatif ou s'il est coincé de croyances, va nous bouffer la vie et va faire que ça turbine à fond et qu'on n'arrive pas à trouver l'espace pour trouver une respiration, se centrer. Alors, on va voir, vous allez écouter attentivement le parcours d'Alexandra parce qu'il est intéressant. D'abord, en tant qu'enfant, puis adolescente, puis femme, au niveau de votre fratrie, que vous êtes 5 filles, ça, et vous êtes la dernière des 5 filles. Ouais. Voilà. Et vous n'étiez pas vraiment la fille qu'on attendait au 5e et 1. Donc ça, en termes de comment dirais-je, voilà, le buvard de la cellule qui ressent toutes les émotions des parents et puis le petit côté mince, c'est une fille et c'est la 5e au secours. Encore la fille, ça c'est quand même quelque chose. Et puis le deuxième angle également qui est intéressant, c'est que c'est au travers de votre fils aussi et de cette information que vous recevez avec des médecins qui ont suivi votre fils, mais qui va très bien. Hein, encore une fois, il n'y a pas de. Mais on va voir de quelle manière vous avez cheminé pour en arriver à créer cette fameuse école qui aujourd'hui porte ce nom, Neuroessence. Alors, la première étape de votre vie qui est importante, on le disait, c'est cette fratrie de 5. Ouais. Et vous êtes 5 sœurs. Ouais. Et vous êtes la petite dernière. Oui. Mais c'était pas celle qu'on désirait plus que ça. Bah, on la désirait pas du tout, déjà. Et en tout cas, surtout pas de mon père. Et ma mère, qui était très amoureuse de mon père, voulait quand même lui faire un fils. Et manque de peau, c'est une fille. Oh. Donc non seulement j'ai gêné, mais en plus ma mère était coupable de pas avoir donné le fils. À partir de quand prenez-vous conscience de ça? Je commence à mettre des mots dessus quand je commence à me questionner, à démarrer un travail sur moi et à étudier tout ce qui est au niveau de la neuroscience et de comment le cerveau fonctionne et des programmations et des conditionnements et des croyances mais je crois que je suis ça, mais en fait je suis pas ça du tout. Donc là j'ai commencé à mettre des mots. Après je l'ai senti toujours, je l'ai toujours senti. Ça a conditionné toute l'histoire. Oui. À commencer par votre vie d'enfance, d'adolescence, où vous cherchez. Oui, absolument. Et alors je peux le dire aujourd'hui parce que c'est maintenant adulte que je mets des mots dessus, mais j'étais très différente. Et il y avait une expression qui me définissait, surtout ado, c'était Alexandra, quand on la cherche, faut chercher à côté du cadre. Et en fait, j'étais tout le temps hors cadre. Et du coup, j'étais très solitaire. En même temps, j'étais très solaire aussi à l'école parce que j'avais plein de copines. J'étais un peu commandante. Et le reste du temps, quand j'étais à la maison, j'étais très solitaire. Je vivais dans mes déguisements, avec mes animaux, dans mes rêves imaginaires. Et pour rentrer dans le lien social à la maison, je faisais le clown. Et j'étais experte en clown. Ah oui. Ça cache quelque chose. Je l'ai compris tard, ça. Bouleversée, en tout cas. Ouais, un chagrin énorme. Un chagrin énorme, ouais, bien sûr. Et j'ai compris après que c'était le chagrin de ma mère. Est-ce que ça veut dire que vous manquez d'amour? Non, j'ai été très aimée. Ma mère m'a adorée, j'étais très aimée, chouchoutée.
une petite dernière, une petite fille, mais je pense que ma mère était déjà dans le ventre. J'avais une maman très triste et peut-être déjà à moitié morte. Et en fait, j'ai pris ça comme si j'arrive dans le ventre et que dans l'utérus, il y a un espèce de sac de chagrin à côté de moi et que je commence à discuter avec. Et moi, j'ai besoin de toute la place, donc je lui dis allô, quoi, tu fais quoi là, quoi? Ben, je suis le chagrin de ta mère. Et du coup, ben, je vais te prendre en charge, puisque la première chose que l'enfant a à faire, c'est de maintenir la mère en vie pour lui être en sécurité et rester vivant. C'est comme un louveteau dans la nature, si sa mère est en danger, le louveteau, il est en danger. Donc, du coup, je prends en charge le chagrin de ma mère. Et votre maman, qui plus est, que vous allez accompagner, que vous allez évidemment soutenir dans la maladie, en plus de ça. Est-ce que là, il y a une sorte de combo général, c'est-à-dire qu'il y a la culpabilité, il y a tout y passe par rapport à l'amour que vous avez pour votre maman et le fait que vous ne puissiez pas faire plus? Ouais, au moment où ça s'est fait, je réfléchissais pas à culpabilité. Je crois que je me suis mis en mode survie très très tôt, déjà dans l'histoire. Et à partir du moment où la maladie a été annoncée, il y a une espèce de comme des œillères et j'ai foncé droit devant. J'ai pas ouvert la case culpabilité. Et après, vu que tout ce qui s'est passé avec le père, j'ai pas eu le temps. Ouais. C'est l'avantage d'avoir eu plein d'événements, c'est que j'ai pas eu le temps. Et c'est maintenant qu'il y a comme une douceur qui se pose. Et dans cette douceur, je regarde à quel endroit l'enfant et l'ado pouvaient être coupables. Et il y a rien de particulier qui s'élève. Mais par contre, je suis persuadée que bien sûr, il y avait de la culpabilité. Mais un déni de ouf, quoi. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que, pour ceux et celles qui nous regardent, qui ont ce sentiment et le ressenti que vous avez aujourd'hui, c'est le fait que vos cellules, comme vous dites, ont été impactées par le non-désir de votre naissance, puis ensuite le non-désir de votre père, parce que dans la préparation de l'émission, votre père, visiblement, il n'a pas d'amour. Ouais, c'est compliqué, ouais. Alors, c'est pareil, en vieillissant, je comprends qu'il y a de l'amour parce que c'est un homme qui a fait du mieux qu'il a pu, vraiment. De là où il arrive, c'est vraiment un des symptômes de l'immigration russe, immigration 17, vraiment dans toute sa splendeur, dans la souffrance et la déstructure. En tant que père, il était nul. Voilà. Je crois que j'ai clarifié ça comme ça. En tant que père, zéro pointé, quoi, sur toute la ligne. Et en tant qu'homme, je le respecte profondément parce que je pense qu'il était incapable de faire autrement. Donc oui, ça fait partie de son apprentissage. Voilà. C'est acquis, du moins. Il s'est construit, il a grandi de cette manière-là, avec ses fondamentaux à lui. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et quand on connaît l'histoire, bah il a essayé de tenir, quoi. Voilà. Alors vous allez grandir effectivement avec tout cet univers-là, et puis le fusionnel avec votre maman, le distant avec votre papa, avec cette espèce de mal-être qui est toujours assez imprégné chez vous. Ouais, et vous allez faire du social pendant quelques années. Oui, je pars à Paris et je vais faire du social. Je travaille dans la rue, en éduc de rue, alors qu'au départ je suis animatrice, mais on me met en éduc de rue. Et je travaille, donc moi, mon désir en montant là-haut, c'était, parce que j'arrivais de Montpellier, c'était de travailler avec les mineurs en situation de sortie de prison, ou en situation judiciaire, quoi. Et je me retrouve dans la rue avec des toxicos, des sidaïques, tous plus âgés que moi. Et en fait, il y a eu un jour où il y a eu une descente d'Aubervilliers sur Crimée, parce que je travaillais à Crimée. Et là, il y a les grands frères, on les appelait les grands frères, qui déboulent dans le club et qui disent planquez les petits, il y a une descente. Et donc, on n'est pas sorti pendant au moins 12 heures du local. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, c'était avec les petits qu'il fallait que je bosse. Parce que les grands, c'était trop tard, quoi. Et aujourd'hui encore, vous parlez de ces adolescents que vous aimez beaucoup accompagner. Oui, j'adore les ados. J'adore parce qu'ils arrivent avec, d'abord, ils viennent toujours, pourquoi t'es là? Parce que c'est ma mère. Et Marie aussi font ça. Et ils ont une espèce ils sont à la fois désabusés, à la fois en hyper perceptibilité, hyper sensibilité, ils captent tout, ils scannent tout, ils regardent tout, ils voient tout.
Ils sont pas encore assez blindés, en fait. Ouais. Mais ils arrivent avec, au moment du Covid, c'était merveilleux parce qu'ils arrivent avec des masques, la capuche, double masque, les lunettes de soleil. J'en ai eu, c'était extraordinaire. Et certains me tournaient le dos. Ouais. Donc, du coup, je tournais le dos aussi. Donc, ils finissent par se retourner en disant, elle tourne le dos. Bah, oui, si tu veux qu'on parle comme ça, on parle comme ça, c'est pas un problème. Et c'est comme ça que j'arrivais à les choper. Et comme c'est une technique où il n'y a pas besoin de parler, forcément, puisque c'est le corps qui raconte, ben c'est moi qui leur racontais leur vie, en fait. Et là, généralement, il se passait quelque chose, quoi. Et à la fin, c'est eux qui redemandaient à me voir. Et les parents savaient même plus pourquoi, si ce n'est qu'ils jouaient le jeu et que je les revoyais. Vous allez faire ça combien de temps? Avec les ados? Ça dépend, en fait. C'est les ados qui sont vraiment dans le besoin. Généralement, je les accompagne 4-5 séances. Et puis après, c'est à la demande. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, je vois des jeunes adultes que j'ai rencontrés ados, parce que ça fait 17 ans que je suis en place. Donc, il y en a que j'ai vus, ils avaient 8 ans, aujourd'hui, ils en ont 19, quoi. Et c'est merveilleux parce que je les vois et c'est à leur demande, toujours 10 ans après. Et ils vont bien. Et ils vont super bien. Et ils vont super bien. Ils trouvent leur solution. Ouais. Ils comprennent comment ils s'adaptent. Ils sont OK pour ça. Ouais. Et c'est surtout qu'ils ont dû mettre, au travers de votre technique, et on va en parler dans un instant, ils ont dû mettre le doigt là où on a besoin de réponses, là où ça fait mal, là où on cherche les réponses. Que parfois, on cherche ces réponses sans jamais les trouver et on peut passer une vie à ne pas les trouver, ces fameuses réponses de ce mal-être intérieur que l'on ressent. Ouais. Vous avez su mettre le doigt là où ça fait mal et trouver l'explication sans doute qui leur a permis ensuite de grandir. Oui, et puis surtout de les déculpabiliser. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils font du mieux qu'ils peuvent et ce qu'ils ressentent, c'est normal. C'est normal qu'ils le ressentent. Et qu'il n'y a pas d'autre solution que de ressentir ça. Est-ce que dans cet accompagnement, déjà à l'époque, parce que je rappelle quand même que vous êtes thérapeute holistique, que vous pratiquez le neurotraining au travers de votre école qui s'appelle Neuroessence, ouais. Est-ce que les neurosciences sont déjà dans votre approche à l'époque où vous avez cet accompagnement, vous faites cet accompagnement pour ces ados en particulier? Oui, depuis 17 ans, ça a toujours été là. Et avant, c'était rien à voir. Avant, l'histoire de vie n'avait rien à voir avec ça. Mais depuis que j'ai mis un pied dans les neurosciences, elles ont toujours été là. Ouais. Et aujourd'hui encore, bien sûr, hein, plus que jamais. Ouais. Sauf que j'ai ouvert au vivant, en plus, en mettant la personne vraiment au centre dans sa globalité, quoi. On va appeler l'holistique, en fait. C'est juste la personne dans son entier, avec tous les champs et tout toute sa verticalité. Et surtout ses croyances qui font qu'elle peut pas se redresser, quoi. Il y a une deuxième étape dans votre vie qui est importante, avec votre fils. Oui. Qui, encore une fois, va très bien, on en a parlé hors antenne, mais un jour, moi je lis ça dans un article de journal qui se trouve sur vos réseaux, d'ailleurs sur votre site internet, je crois, il y a un article qui évoque le fait qu'il y a un médecin, enfin un professeur des écoles, je crois. Hein, une instite, ouais. Une instite. En CP. Qui dit à votre fils n'apprendra jamais à lire ni à écrire. Oui, il ne saura pas lire et écrire avant la fin de l'année, on est au mois de novembre. Et là, il y a un peu une panique à bord. Et donc, il y a deux options. Il y a son papa qui me propose un pédopsie. Et moi, qui suis déjà hyper sensible à toutes les impressions physiques, des émotions et des blocages, je me dis qu'on va d'abord passer par là. Et c'est là que j'ouvre le cabinet, la première fois que je fais une consulte, en fait, pour lui. Et c'est en neurotraining. Et là, ça fait waouh, quoi. Et en une séance, il a switché. Et même pas à la fin de l'année, 15 jours après, en fait, il avait tout enregistré, mais il n'arrivait pas à retransmettre. Qu'est-ce qui bloquait? Un joli dossier émotionnel suite à la séparation que j'avais eue avec son papa, où il y avait un au revoir qui ne s'était pas fait. Donc un trauma. Qui s'était inscrit comme un trauma. Et du coup, le gamin était, donc il s'appelle Yuri. Yuri était bloqué à ce moment-là. Et tant que le au revoir ne pouvait pas se faire, il pouvait pas fermer la porte pour en ouvrir une autre. Mais il avait tout enregistré. Et alors, cette méthode de neurotraining au travers de votre école, Neuroessence, comment est-ce qu'on peut la présenter? Comment on peut l'expliquer? L'approche que vous faites, comment est-ce que vous avez, notamment sur votre fils, travaillé pour qu'il y ait ce switch, que ça débloque et que ce trauma ne fasse partie que de son passé? Ce qui se passe, c'est que toutes les expériences que nous allons vivre, on va d'abord les vivre avec le corps. Donc, elles vont s'inscrire dans le corps. L'émotion qu'on va ressentir va s'inscrire dans le corps. Donc là, en l'occurrence, pour ce qui est de Yuri, au moment de la séparation, il va vivre la séparation. Les parents sont dans leurs émotions, on fait ce qu'on peut, on patine, enfin bref, une séparation. Et à ce moment-là, ça manque de parole. Et donc, il vient enregistrer ça, il le bloque comme un trauma parce que tant qu'il n'a pas la parole,
il ne peut pas être différencié de la situation. Or, pour pouvoir trouver sa solution dans la séparation, il faut que l'enfant soit différencié de l'homme et de la femme pour qu'il reste dans sa place du père et de la mère. Mais là, on est complètement paumé, homme, femme, père, mère, je sais même pas ce que ça veut dire, je suis à fond dedans. Et donc, du coup, il l'inscrit dans le corps. Et à ce moment-là, on a la capacité, à travers une lecture du corps, de venir trouver où est-ce que le trauma est placé. Et de faire une revisite du trauma avec des corrections. Et à ce moment-là, ça libère. Ce qui est important, c'est que le trauma reste le trauma. Ce qui est important, c'est de venir libérer le stress qui est assimilé au trauma. Quand vous dites lecture du corps? Alors, en neuroessence, moi, je l'ai ouvert que aux fascias. Donc, les fascias, c'est tout le système nerveux autonome. C'est ce qui va se faire sans réfléchir. Donc, c'est tous les tissus conjonctifs, le fascia. Et en fait, c'est en venant chercher comment le tissu conjonctif est élastique, comment il vient répondre, en fait, dans sa souplesse. En fonction de là, ça ouvre sur un certain nombre de protocoles et d'informations. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme c'est le système nerveux autonome, ça switch le cortex. Donc, on va vraiment si on regarde l'iceberg, nous, on est au fin fond de l'iceberg. Là où beaucoup d'autres techniques sont sur les 3 premiers mètres en dessous de l'eau, quoi. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment de la thérapie brève et que je vois les personnes 2, 3, 4 fois. Parce que j'appelle ça des gyrophares. C'est comme s'il y avait un gyrophare en bas de l'iceberg qui, lui, va contrôler 80 à 100 dossiers de vie. Mais si on passe notre temps à contrôler 80 à 100 dossiers de vie, vous prenez 30 ans de thérapie. Or, l'idée, c'est de kiffer maintenant, quoi, d'être bien maintenant. Sûr. Donc, c'est de venir chercher le gyrophare et de pas douter de l'ingénierie centrale, c'est-à-dire 200 millions de neurones pour nous, qu'elles vont faire le travail pour récupérer et faire en sorte que ça nous remette dans une expression maximum pour nous élever vers un ordre supérieur comme une plante, quoi. Cette histoire de trauma, c'est intéressant parce que vous, enfant non désiré, comment est-ce que vous prenez conscience que vous avez ce trauma-là? En fait, je me suis sentie blessée, d'abord, très souffrante et blessée, comme si j'avais tout le temps un truc un chagrin dans la gorge et toujours en quête, toujours en recherche de quelque chose. Et en fait, je cherchais la reconnaissance, jusqu'au moment où je rencontre que je suis pleine entière, que ça, c'est les animaux qui m'ont montré ça, notamment les chevaux, que tout était là et que le féminin, le masculin, et qu'à partir du moment où tout est là, il ne manque rien. Et donc ça m'a fait contacter l'espace de l'unité plutôt que de la croyance d'être toujours séparés et d'aller chercher dehors toujours la partie manquante, quoi. Donc c'était une espèce de quête perdue d'avance puisqu'il n'existe rien dehors. Et à chaque fois, évidemment, ça se cassait la gueule, quoi. Et donc ça continue à être souffrant. Donc je me vivais vraiment très curieuse, très très proche des gens, plein de copines, plein de copains, une vie sociale assez riche et tellement seule. Et en fait, c'est cette solitude qui faisait que j'allais chercher toujours. Ça va parler à beaucoup de gens parce qu'il y a énormément de gens qui vivent dans cette situation-là, qui n'arrivent pas à identifier la raison du problème, en tout cas de cette souffrance, parce que c'est une souffrance intérieure. Même si à l'extérieur vous rayonnez, vous êtes plutôt drôle, vous êtes le clown de service et que vous êtes la bonne copine qu'on apprécie avoir à ses côtés. Ça veut dire que toutes les personnes qui ressentent ça sont sans doute des personnes qui ont un trauma non identifié? Oui, c'est probable, oui, bien sûr. En tout cas, il y a une croyance qui les dévie de l'évidence, quoi. Nous, ce qu'on cherche quand on travaille en cabinet, en neurosciences ou dans mes stages, c'est l'évidence. L'évidence, c'est l'endroit où les choses se révèlent. C'est où le voile se lève, en fait. Révéler, en latin, c'est le voile. C'est tout d'un coup, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut enlever comme une croyance qui fait que, en fait, c'est ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à trouver, il n'y a rien à chercher. Tout est là. Mais c'est un chemin. C'est là où cette notion est très abstraite. Et vous le disiez d'ailleurs hors antenne, vous disiez c'est toujours très difficile de mettre des mots pour expliquer cette méthode neuroessence. Oui. Parce que si tout est là et qu'il n'y a rien à faire, si on prend littéralement cette phrase, pour le coup, on ne fait rien. Oui, à condition d'être... Tout est là, il n'y a rien à faire, à condition que je sois d'accord de ne rien croire, de ne rien penser et de ne rien savoir. C'est ce qu'on va appeler le point zéro. Là, on va retrouver les accords Toltec, on va retrouver tout ça. Tout le monde parle de la même chose, en fait.
C'est juste qu'à un moment donné, dans notre système, on a le corps de matière avec notre mental et on a ce qu'on va appeler l'esprit, lumière, point zéro, et que moi je vais appeler l'ingénierie centrale, qui est 200 millions de neurones à notre service. Donc moi je mets beaucoup d'images pour en parler, beaucoup en cabinet aussi, de métaphores, parce que sinon c'est compliqué. Et c'est là l'avantage de votre discours, c'est que vous vulgarisez le propos et vous popularisez le propos, si je puis dire. Parce que dès qu'on voit le mot neuro, alors là, je peux vous dire que on commence à perdre la moitié des gens qui essaient de comprendre, qui sont intéressés. Mais on peut très très vite les perdre parce qu'effectivement, il y a une notion qui est très abstraite, et moi le premier. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai. Donc en fait, pour faire simple, parce que c'est très simple en fait, on a 200 millions de neurones à notre service, ok? Donc on imagine, moi je les appelle les copines, les filles, et donc je discute avec elles toute la journée. Hein. C'est les filles et elles sont là pour moi. Elles ne pensent rien, elles croient rien, elles savent rien. Elles se nourrissent d'énergie. Donc elles sont là pour créer ma réalité demain. Mais pour pouvoir créer la réalité demain, il faut qu'elles mangent quelque chose. Sauf qu'on a une éducation judéo-chrétienne, notamment chez les Occidentaux, où on nous coupe de cette notion-là pour venir nourrir un mental qui va finir par s'appeler un ego mental qui prend toute la place et qui, dès qu'on rentre à l'école, est nourri. C'est pas qu'on est, c'est pas l'ego, je me la raconte. C'est vraiment la membrane du jeu qui, au départ, quand on arrive de la neurologie pure et du désir de venir s'incarner, on arrive du point zéro, ce que j'appelle le point zéro, c'est les 200 millions de neurones. Donc toutes les copines qui sont en transat au bord de la piscine, parce que généralement elles dorment, hein, on dort beaucoup, hein. Et elles attendent de recevoir une information nouvelle, viable. Et je vais vous expliquer après comment ça se passe. Et en fait, une fois que le désir est là, il y a l'homme et la femme qui vont faire l'amour pour faire l'enfant. Donc ils sont persuadés que par le père et la mère, il se passe quelque chose, alors qu'en fait, c'est une réunion profonde et sacrée, très inconsciente pour l'homme et la femme, d'une réunion du masculin et du féminin. Donc, si on sait que c'est d'abord une réunion du féminin et du masculin qui passe par la mère et le père, du coup, on se dit, en fait, au départ, il y a déjà le féminin et le masculin, donc j'ai rien à chercher dehors parce que tout est là. OK. Là-dessus, incarnation, on va poser le 1. Donc, du point 0, on descend au 1. Le 1, c'est le jeu, qui au départ est le jeu minuscule. Sauf qu'il devient un jeu majuscule, parce que ce 1 va être nourri, on va venir nourrir le mental, qui fait que le petit jeu égo indispensable pour pouvoir exister va devenir un jeu majuscule, jeu. Et il peut prendre toutes les formes de frustration, de malheur, de souffrance, de je me la raconte, d'arrogance, de timidité, il a toutes les formes. Et du coup, dans ce jeu-là qui est surdimensionné, moi j'appelle ça, c'est notre gremlins. C'est comme si on avait une petite peluche qui était pluguée sur le pull, là, et qui nous fait chier, en fait, toute la journée, sauf qu'on ne sait pas que c'est lui. Et lui, la seule chose qu'il veut, c'est savoir si vous avez fait les courses la veille, parce qu'il va manger les doutes, le manque de confiance, les illusions, les croyances limitantes, toute l'histoire qui a été enregistrée, qui va venir servir que vous n'y arrivez pas, que ceci, que cela, que j'ai peur, qui vont faire que, du coup, tous les mots inventés, très New Age, qui vont s'appeler le lâcher-prise, la pleine conscience, travailler donc la pleine présence, comme si la présence pouvait pas être pleine. Enfin, et là, on se dit, mais c'est quoi ce truc, en fait? Donc, tout ce marché-là, il appartient à cet ego jeu majuscule, ok? La seule chose qu'il veut, c'est que vous fassiez les courses. Il n'a jamais dit qu'il voulait pas que vous soyez lumière, il en a rien à foutre, en fait. Pendant ce temps-là, il y a les copinelles qui dorment au bord de la plage, sur leur transat. Ouais. Et elles attendent de savoir ce que vous mangez. Donc là, on est sur qui est le chef, en fait. Mais comme l'ego mental a pris toute la place, il devient le chef. Et comme il devient le chef, c'est lui qui va se mettre à contrôler notre vie. Donc du coup, les filles, si on imagine que vous êtes un château, il y a 1000 pièces. Il y a 1000 pièces, vous avez les filles qui sont là, donc vous êtes châtelaine, hein, châtelain, pour vous, et il y a 200 millions de neurones qui sont à votre service pour venir gérer le château. Et il y a un gremlins qui est dans une succursale qui fait chier tout le monde. Si vous êtes châtelain, il y a un majordome, obligé. Moi, mon majordome, je l'ai appelé Henry. J'aime bien le faire en anglais parce que ça fait un peu châtelain anglais, quoi. Donc, Henry. Donc, les neurones vont dire,
puisqu'elles sont là pour créer notre réalité. On en a tous entendu parler, nos pensées créent la réalité, les pensées positives, tout le bordel. Moi, je dis c'est beaucoup plus simple que ça, en fait. C'est si tout d'un coup, je prends conscience que c'est vraiment elle, le vrai chef. Elles vont juste dire à Henry, majordome du corps de matière, hein, qu'est-ce qu'elle a mangé hier? Puisqu'elles se nourrissent d'énergie pour créer ma réalité. Donc, Henry, si je prends pas de décision dans ma vie, si je m'engage pas, si je dis pas oui, Henry va dire, elle a bouffé la pizza périmée d'hier, d'avant-hier et d'avant-avant-hier avec la tomate qui parle d'humiliation, les lardons qui parlent de mépris, et c'est un truc, ça pue le vomi, en fait. Mais elle a mangé ça. OK. Donc, elles se nourrissent de ça. Donc, elles disent, si notre patronne, elle a mangé ça, c'est que c'est bon pour elle, puisqu'on a dit qu'elle pense rien, elle croit rien. Elles réfléchissent, quelle est la qualité d'énergie qu'elle a vécue hier pour qu'on la lui redonne demain. Donc, comment est-ce qu'on fait pour changer cette qualité d'énergie? Oui, on travaille sur les déprogrammations, les traumas, bien sûr. Parce que si je vis de l'humiliation, je fais du mieux que je peux. Donc, il faut venir chercher la racine. Mais si je continue à croire que je ne serai heureux que quand je serai propre, on n'est pas dans la merde, quoi. Donc, non, est-ce que ça m'intéresse encore, sachant que j'ai regardé d'où vient l'humiliation, est-ce que ça m'intéresse encore de manger ça demain? Et tout d'un coup, je le vois. Mais à condition que ce soit plus lui le chef. Est-ce que ça m'intéresse encore? Non, ça m'intéresse plus. Donc, je dégage la pizza périmée en toute conscience, parce que je la reconnais, pour tout d'un coup dire aux filles, moi, ce que je veux, c'est de la douceur, du kiff, de la bienveillance, de la reconnaissance, de l'amour. Ça ne m'intéresse pas. Donc, bien sûr que l'humiliation va se représenter. On n'est pas dans le monde des barbapapas. Sauf que quand elle se représente par XY personne, la vraie question, c'est, ça m'intéresse ou pas? Mais si de nouveau je dors, ça s'est réinvité. Et comme je dors, je remange. Et après, je me plains. Ou alors, je vais nourrir tous les thérapeutes et financer des piscines. Ça dépend, en fait. Donc là, la question, moi, mon point de vue, c'est on n'a pas de temps à perdre pour être heureux. C'est qui le vrai chef, en fait? Mais on ne dit pas qu'il n'est pas là, l'ego mental. Oui, je dis juste que non, je ne ferai pas les courses. Donc là, il y a le Gremlins qui fait « Alexandra, tu n'as pas fait les courses. » Non, je ne ferai pas les courses et rassure-toi, je ne les ferai plus, je vais t'affamer. Je ne peux pas l'enlever. Je peux juste l'affamer pour qu'il se réduise au minimum. Et de temps en temps, et là, bien vu, mais ça m'intéresse pas. Bien vu, ça m'intéresse pas. Mais pour ça, il faut être réveillé. Et pour être réveillé, il faut comprendre le mécanisme, en fait. Et donc, dans Neuroessence, comme j'amène la globalité et qu'on parle beaucoup avec ses copines, on parle beaucoup du majordome. Et du coup, on défait toutes les croyances limitantes qui nous empêchent de faire le switch, en fait. C'est un switch, en fait. C'est pas, il n'y a pas besoin de 20 000 ans. C'est que tout d'un coup, quand j'ai pigé le truc, il y a une prise de conscience. Ça descend. Et bien sûr. Et la vraie question, c'est, ça m'intéresse pas. Oui, mais qu'est-ce que tu décides? Puisque si je remets pas une décision consciente, il y a du vide. J'ai viré la pizza. Mais si tout d'un coup, je dis pas ce que je veux à la place, il y a un autre bordel qui se réinvite. Ça veut dire qu'en gros, pour résumer, si je fais pas de choix, et si je prends pas de décision dans ma vie de aujourd'hui, le cerveau adore apprendre. Il est curieux, il adore manger. Donc, il vous donnera toujours un bordel d'hier à manger. Parce qu'on est humain. Donc, c'est pas que comment je fais pour plus qu'il y ait de bordel, c'est quelle décision je pourrais prendre pour que la bascule aille du côté de la neurologie, qui fasse waouh. Et là, derrière, il y a toutes les synchronicités, le fameux hasard. J'adore la phrase d'Einstein qui dit que le hasard, c'est le costume que revêt Dieu pour voyager incognito. J'adore cette phrase parce qu'en fait, c'est à elle que ça appartient. Et là, on peut parler d'abandon et non pas de lâcher prise. Parce que lâcher la prise, si on le regarde en escalade, si vous accrochez une prise d'escalade et qu'on vous ressasse sans cesse, il faut que tu lâches prise, tu es trop stressé, le cerveau lâchera la prise de personne. Parce que s'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas un cerveau humain qui lâchera une prise. Ça n'a pas de sens. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ce lâcher prise n'a aucun sens, il faut parler de lâcher du lest. C'est ça. Ouais. Oui. Ce qui est beaucoup plus doux dans l'absolu. Parce que le lâcher prise a cette connotation qui consiste à dire je suis accroché à quelque chose, je lâche prise, je tombe. Oui. Pour le coup. Or, lâcher du lest, c'est très progressif. C'est ça. Ouais, par petites touches. Et là, dans le lâcher du lest, dans la vibration apparaît déjà que je prends appui dans autre chose. En qualité d'énergie. Hein, ce qui est formidable, c'est que d'abord, vous vulgarisez le propos
extraordinaire. Moi, j'adore. Non, mais vous êtes pédagogue. C'est très intéressant et la manière dont vous l'exprimez parce qu'on visualise très très bien hein, les filles, le majordome. Non, mais c'est vrai. On visualise très très bien et puis effectivement la pizza dégueulasse qui fait qu'à un moment donné, on se dit bah on continue à manger ça ou on arrête puisqu'il faut nourrir les filles, notamment ces neurones. Bon, donc c'est très 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 intéressant. Là où c'est assez incroyable, c'est que parfois ça semble abyssal, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va être un travail titanesque. Oui. Or, vous parlez de thérapie brève. Oui. Par définition, on peut faire les choses en 2, 3, 4 séances et c'est réglé. Oui. C'est ça qui est assez paradoxal. Des fois une même. Oui. Après, il y a l'histoire du timing. Hein, de les gens, est-ce que la personne est en... Est-ce que c'est le timing pour elle? Des fois, on a besoin de manger la pizza pour aller au bout, quoi. C'est-à-dire que tant que je flotte entre deux eaux, si je commence à couler au milieu de la piscine, c'est important que je puisse toucher le fond pour remonter. Et des fois, on est en lien d'amour avec ces traumas et on a des attaches. Moi, quand j'accompagne des gens qui sont en dépression, et ils vont sourire s'ils m'entendent, mais je leur fais la blague du post-it parce qu'à un moment, le post-it, c'est vous mettez dépression, je sais pas moi, je suis mauvaise humeur, irritabilité, susceptibilité, on se met tous nos patchs. Et puis vous les mettez sur des post-it et puis vous les mettez sur la table de nuit avant de dormir et bonne nuit hein, je te retrouve demain, gros dodo. Et le lendemain matin on reprend nos post-it et on les reprend parce qu'on est attaché à eux. Sauf que si on le fait en conscience, c'est pas juste en mécanisme, il y a un moment donné au bout de 3-4 jours, je vous jure que si vous le faites au bout de 3-4 jours, vous regardez le post-it, vous dites mais ça m'intéresse pas en fait. Ça n'a pas de sens. Mais il faut le faire. Il faut jouer quoi à ça. Alors comment joue-t-on? Comment accompagnez-vous? Comment concrètement la technique neuroessence opère? Comment est-ce que vous faites quand on vous consulte? Alors, il y a un temps d'écoute qui, moi, me permet de... Alors, moi, déjà, quand je travaille, je crois rien, je pense rien, j'en sais rien. Je suis au neutre et je monte avec les filles. Parce qu'il y a que de là que je peux avoir la distance pour essayer de capter où est-ce que la personne, de quoi ça parle réellement. Donc, la personne va raconter ce qui la gêne à être bien, puisque c'est le truc avec lequel on vient, généralement. Mais si elle ne sait pas? Généralement, elle sait. Sinon, j'aide un peu. Parce que vous pouvez très bien arriver à avoir ce mal-être. Vous faites la démarche parce que vous savez qu'il y a un mal-être. Voilà, mais vous ne savez pas l'identifier. Ouais, vous venez avec le mal-être. Okay. Je viens parce qu'il y a un mal-être. Ça se traduit comment dans votre vie? Voilà. Comment ça se traduit dans le couple? Comment ça se traduit dans le social? Comment ça se traduit dans les amitiés? Comment ça se traduit dans le boulot? Comment ça... Ils ont des mots. Les gens peuvent mettre des mots sur ce mal-être. Okay. Et moi, j'ai une lecture très large et très haute. Puisque je suis vraiment dans la sensation et de comment le corps s'organise et je quitte pas, parce que moi ce que je sais c'est qu'il y a un gremlins. Donc je ne quitte pas comment le gremlins s'organise et qu'est-ce qui lui fait croire qu'il empêche de pouvoir changer de chef. Et donc déjà là, oups, je ramène ailleurs. Et souvent les personnes, je me rends compte, surtout depuis 5-6 ans, où j'ai beaucoup amené ça, cette notion de neuroessence, les personnes, beaucoup de personnes viennent chercher la technique de fait, mais viennent beaucoup chercher l'information pour avoir la connaissance du nœud dans lequel ils sont. C'est qu'est-ce qu'il y a dans les profondeurs, en fait. Et souvent, juste le fait que ce soit déposé et qu'il y ait quelque chose qui s'élève et qui soit resitué dans quelque chose de beaucoup plus large, d'abord, le conflit n'est plus un conflit, et ensuite, qu'est-ce que je projette de moi dehors que ça me montre. Et tout d'un coup, ça fait « Ok, waouh, on pourrait presque s'arrêter là. » Mais il passe quand même sur la table et on fait le soin jusqu'au bout. Parce que c'est toujours très riche, mais ça clôture, quoi. Comment se déroule ce soin? Alors, il s'allonge sur une table de massage. Et donc, il reste habillé, en chaussures, ça me gêne pas. Et je touche aux pieds, j'aime beaucoup toucher aux pieds. Puisque je viens chercher, en fait, l'élasticité de la hanche. Puisque de comment la hanche bouge, ça amène une évidence de comment l'élastique bouge ou pas. Et en fonction de ça, j'ouvre. J'ouvre et je quitte pas la lecture du fascia pendant tout le temps de la séance. Et je monte en entonnoir. Donc, un chapeau de base. Et dedans, il y a beaucoup d'infos. Et ce qui me permet de faire une lecture de ce qui était inconscient pour la personne, le ramener en conscience d'un endroit de lecture du corps. Et ce qui est très impressionnant,
À chaque fois, moi, ça fait waouh. À chaque fois, hein, de toute façon, je suis une passionnée de ça. Il n'y a pas une séance qui se ressemble parce qu'il n'y a pas un cerveau qui se ressemble. Et qu'en fonction de... Le cerveau va dire, je me suis organisée là, donc le deuil, je l'ai mis là. Mais avant, il faut que tu travailles une fonction du cerveau parce que là, j'ai une limitation sur la récompense. Et après, en fait, je l'ai rangé dans un problème physique qui va se mettre dans le pied. Et du pied, je vais le ramener. Et ce dossier, tout s'embrique comme ça. Ouais. Ce deuil-là, ce sera organisé comme ça, dans un contexte particulier. On peut pas imaginer si on n'est pas au corps. C'est vraiment le corps qui le donne. Et si on ne parle pas ce langage-là au cerveau, le cerveau ne nous laisse pas passer. Donc, il nous donnera quelque chose, parce qu'il est là pour ça, mais ce ne sera pas la source, quoi. Ce qui doit être très impressionnant, et l'effet waouh dont vous parlez tout à l'heure, c'est que il y a ceux, effectivement, qui viennent pour identifier quelque chose dont ils ont connaissance, et ceux qui viennent pour identifier quelque chose, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, dont ils ne savent rien, et qui est parfaitement inconscient. Et pour le coup, lorsque vous identifiez le pourquoi du comment dont ils sont inconscients, ça doit être très très fort à ce moment-là. Oui, c'est magique. Parce qu'ils doivent se dire, ah c'est ça. Oui. Mon problème est là. Oui. Enfin, ma difficulté est là. Oui. Ce je majuscule est là. Oui. Et du coup, ça fait waouh. Et du coup, ça paraît pas... comme ça fait révélation, comme ça fait évidence, que le voile se lève, ben c'est beaucoup plus simple que ce qu'ils pouvaient croire. Et dans cette révélation, pouf, il se déplace. Vous avez, j'aime beaucoup quand il y a des thérapeutes holistiques comme vous, ils nous racontent une histoire, un avant-après. Vous avez une histoire qui vous a profondément marqué, de quelqu'un que vous avez accompagné, qui vient peut-être avec un problème inconscient, un mal-être inconscient, et qui, à la suite d'un accompagnement neurosens, fait que la transformation est évidente, et il y a cet effet waouh. Vous vous souvenez d'une histoire particulière qui vous a touché ? Là, j'en ai une comme ça d'un jeune garçon. J'en ai une d'un jeune garçon. J'en ai plein, mais elles sont pas là. Ça vient pas là comme ça. Celle du jeune garçon qui vient, c'est par exemple un gros conflit avec son père. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Un gros conflit avec son père, et persuadé d'être le garçon un peu le fils qui satisfait pas, hein. Le fils qui sera jamais à la hauteur. Et donc ça raconte, et donc j'entends, parce que du coup c'est super souffrant, parce qu'il y a un immense chagrin. Lui, pour le coup, il est identifié. La seule chose qu'il dit, c'est je suis en colère. Voilà. Et donc, ok, de quoi? Et là, on commence à ouvrir. Et en fait, on se rend compte qu'il est en colère parce qu'il est enfermé. Il est enfermé dans la croyance, dans un bocal posé par le père, que il est nul, et que il sera jamais là où il doit être, et qu'il sera jamais vu, en fait, comme le père le voudrait. Donc. Et ça, pardon, c'est une réalité du père sur son fils? C'est-à-dire que son père l'a conditionné de cette manière-là, ou c'est lui qui s'invente? Le comportement du père amène ça. Non, le comportement du père amène ça. Okay. En gros, c'est que j'ai encore une autre métaphore, mais j'en ai 10 milliards, hein, mais bon, à chaque fois que j'ouvre un sujet, en fait, je suis obligée d'avoir une métaphore. C'est ça qui est bien. Donc, si vous vous mettez au monde, et que moi, j'aime beaucoup dire qu'on a un cristal, parce que pour moi, on est christique, et je fais toujours référence à notre culture. Donc, on est christique, cristal, et l'enfant, quand il vient, il arrive, il se met en intra-utérin avec son cristal. On va imaginer que son cristal, il est rouge. Et quand il se met au monde et qu'il ouvre ses poumons, c'est comme s'il checkait dans la main de la vie, et il s'engage avec lui, par amour pour lui, avec son rouge. Et là, il y a le regard du père qui a un cristal vert, qui est aussi puissant, 300 milliards de carats, parce que du coup, se transforme en diamant, hein, parce que tout est possible. Là où le gamin a 300 milliards de carats aussi. Donc, il n'y a pas de mieux ou moins bien, c'est juste que le père, il est vert, et maman, il est jaune. Et le père et le fils a besoin de se vivre dans son rouge. C'est obligatoire. Et en fonction de l'attente que le père a du fils, le fils va venir parler à son cristal, et venir dire à son cristal, donc il check dans la main de la vie, il voit son père avec l'intention et le désir de l'enfant en vert. Donc là, le bébé, il fait, oh putain, merde, je suis pas vert.
Donc, c'est comme s'il prenait son cristal rouge et il disait à son cristal, je te range dans mon coffre à jouets de l'enfance. Ne bouge pas, je reviens te chercher plus tard. Et je vais jouer à être vert. Sauf qu'il oublie qu'il a un diamant rouge. Qu'il est rouge. Qu'il est rouge à la base. Sûr, donc, sûr. il devient vert. Et là, la colère arrive. Et en fait, le père, là où ça s'avère vrai pour le père, c'est que le père projette sur le fils ce que le père voudrait de lui, en fait. Bien sûr. Et en attente que le fils réponde à ses attentes pour être un bon père. Mais il n'a toujours pas vu l'enfant. Et le fils va finir, comme il oublie qu'il y a du rouge, il finit par être d'accord pour croire qu'il devrait être vert. Et là, il arrive et du coup, il se met en colère. Il arrive avec sa colère. La colère contre le père, mais en même temps, il est loyal, c'est mon père, quoi. Bien sûr. Et du coup, l'accompagnement, ça va être quoi? Ça va être de pouvoir prendre conscience qu'en fait, le père projette du vert et qu'il n'a jamais vu le rouge. Donc, ton père ne t'a jamais vu, en fait. Donc, déjà, ça fait tilt. Et tu n'es pas ça. Tu retilt. C'est-à-dire que tu n'es pas ton mental. Tu es bien plus. Et en fait, tu es dans l'espace du rouge. Et c'est pour ça que ça va pas. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas te voir. Et j'avais pris une métaphore pour ce jeune garçon qui était que il est dans une famille d'aigles royales et que lui, à 20 ans, c'est l'heure où là, les ailes vraiment ont travaillé pour venir prendre l'envol. Et comme papa projette sur l'enfant d'être vert parce qu'il ne peut pas accueillir le rouge, ça n'a rien à voir avec le fait que l'enfant est le bon ou pas. Ça a à voir que mon fils, je te vois rouge, donc je te vois aigle royal, mais moi, je me prends pour un poulet dans une basse-cour. Donc, je suis un aigle royal, tu es mon fils. Nous sommes les mêmes, de la même famille. Mais je me prends pour un poulet dans une basse-cour. Et là, il y a le fils, 20 ans, qui ouvre les ailes, et qui regarde papa comment je vole, quoi. Bien sûr. Et comment je m'exprime dans mon rouge. Et là, le père va tirer à vue en disant non, toi, tu es vert, poulet au sol, quoi. Et en fait, dans le non-verbal, ça vient dire, le père, c'est comme si le père venait dire, mon chéri, s'il te plaît, que j'aime profondément, arrête de me montrer comment je pourrais venir me vivre dans ma puissance, puisqu'à cause de mon histoire, je me le suis interdit. Donc, je préfère projeter sur toi ma violence de ne pas avoir trouvé ma réponse, plutôt que de me laisser guider, émerveiller par ta puissance, et que tu me montres, toi, enfin, comment je pourrais mieux m'aimer. Wow. Et combien de parents préfèrent annuler l'enfant plutôt que juste parce que arrête de me montrer ta lumière, ça m'obligerait à me voir moi aussi. Mais là, il y a un double accompagnement à faire. Le père ? Le père. C'est lui qui en a sacrément besoin. Oui. Oui, malheureusement, généralement, c'est les enfants qui... Alors, pour les petits, ça marche. Quand ils ont 20 ans, non. Par contre, ce que le jeune, là, en l'occurrence, tout d'un coup, ça a fait waouh. En fait, c'est juste qu'il m'a pas vu et qu'il a rien contre moi parce qu'il m'a pas vu. Non. Donc moi, je peux être un aigle royal parce que de toute façon, je peux pas être autre chose, sinon je suis malheureux, je suis en colère. Oui. Et je suis rouge et c'est OK. Et c'est OK. Bien sûr. Oui. Du coup, donc il y a pas de problème en fait avec mon père. Non. Waouh. J'en ai des frissons. Ah ouais, moi aussi. Et du coup, transformation ? Du coup, transformation. Et du coup, ce jeune en question peut contacter le père, parce qu'il n'y a plus du tout de contact depuis des années, a même envie de contacter le père, parce qu'en fait, il réalise qu'il a fait du mieux qu'il a pu, en ne l'accueillant pas. Mais que ça n'a rien à voir avec lui. Donc, il peut même, donc du coup, comme c'est un jeune homme de 20 ans, il peut tout à fait contacter le père, comme un jeune homme de 20 ans pourrait contacter un homme. Et non plus comme un enfant mendiant de reconnaissance qui rend l'autre coupable. C'est ça. Et là, il peut y avoir une relation. Wow. Et c'est là où on peut dire, bon, en tant que papa, nul à chier, mais en tant qu'homme, profond respect. T'as fait ce que t'as pu. Et ça s'est passé comme ça ? Et c'est OK, oui. Et ça, c'est génial parce que ça, c'est rapide, hein, ça, c'était une séance. Et ils ont une relation aujourd'hui qui est apaisée ? Oui, ils arrivent à se parler. Ils arrivent à se parler et je suis attentive à la suite parce que je pense que le père va commencer à parler de lui. À ce fils qui n'est plus mendiant. Donc, il y a de l'espace. Et le reconnaître en rouge. Le reconnaître en rouge. Et le remercier. Et le remercier, évidemment. On dit souvent que les thérapeutes, et notamment les thérapeutes holistiques,
devraient commencer par faire le travail sur eux-mêmes. Mm. Non mais, vous imaginez la question qui suit. Est-ce que la relation avec votre père, grand moment, qui est si conflictuelle, oui. Est-ce que Neuroessence vous a permis d'avoir une autre approche avec votre père? Alors le problème, c'est que oui, absolument. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à lui foutre la paix. J'ai réussi à... Parce que c'était vous qui étiez à l'offensive? Non, c'était lui, mais alors moi j'ai une qualité ou un défaut, j'en sais rien, c'est que je lâche pas l'affaire. Oui, donc c'est un peu à l'offensive quand même. Voilà, c'est ça. Oui, mais dans le sens où il y a un endroit où donc c'est un père qui m'a rejeté et qui m'a viré 3 fois. Et la dernière était assez violente. Oui, il vous coupe les vivres et tout. Hein. Oui. Et puis au moment de la mort de ma mère, hein, donc ça a fait un peu bug en fait, hein, quand même. C'est sûr. Techniquement. Et je n'ai eu de cesse que de vérifier où il était, comment il allait, et si je pouvais trouver des terrains pour le rejoindre. Et un des terrains, c'était le seul d'ailleurs où on pouvait se rejoindre, c'était sur la Russie. Okay. Et du coup, c'est depuis 5-6 ans à peu près, il y a quelque chose en moi qui s'est complètement apaisé, où je n'attendais plus. Je n'attendais plus de réponse, j'attendais plus d'accroche, j'étais plus obligée de fabriquer un arbre généalogique, des trucs à la con, hein, histoire de continuer à aller le chercher. Et là, j'ai complètement arrêté. Et il s'avérait que malgré le fait que j'arrête, les rares fois où on pouvait être en contact, ça se terminait toujours mal, puisqu'il continuait d'attaquer et il continuait d'essayer d'annuler jusqu'à 1 mois avant sa mort. Il est mort il y a 6 mois. 1 mois avant sa mort, c'était encore une annulation, en fait. Hein. Parce qu'à chaque fois que j'y allais, c'était non. Donc vous restez avec cette souffrance, ce questionnement et cet échec quelque part? En fait, non, parce que j'ai compris, je crois que j'ai compris l'homme. Et en fait, il ne pouvait pas mourir. Cette mort ne pouvait pas se faire autrement que comme s'est fait notre relation. Il est mort comme on a eu notre relation. Et dans le conflit. Avec moi, parce qu'il y en a 4 autres. Hein. Bien sûr, avec vos sœurs. Et du coup, et en fait, ça pouvait pas se faire autrement parce que notre histoire, c'était celle-là. Mais c'est vraiment l'histoire de je t'aime moi non plus. C'est ça, ouais. Voilà. Et là, on se dit quel dommage. Quel dommage, par contre. Ouais, quel dommage, parce que ça aurait pu être grand, quoi. Oui, bien sûr. Mais il ouvrait pas la porte, Quoi, hein. C'était fermé. Voilà. Qu'est-ce que vous conseillez justement à des gens qui se retrouvent dans cette situation-là, où il y a ceux d'un côté qui prennent conscience et ceux de l'autre côté qui ferment la porte? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On s'obstine, on décroche? Pas. Oui, surtout pas. Non, ce qui est vraiment important, je pense, c'est de réussir à regarder cette souffrance d'attente, donc de reconnaissance, d'amour, hein. D'amour, je crois. Hein. Et de prendre soin de soi, dans le sens où, on l'a dit au départ, on est complet, masculin, féminin, il ne manque rien. Tout nous a été donné, hein, les filles, elles bossent. Hein. Et quand je dis qu'on est des enfants cristal, des enfants christiques, donc là, on est à l'image de Dieu, donc pas dans le corps, hein, bien sûr, mais plugué au point zéro, hein, vibration lumière, la vibration qui se densifie et qui, quand elle pousse au maximum dans sa vibration, elle devient son, elle devient couleur, elle devient matière. Donc au départ, on est quand même plugué là, quoi, dans cette vibration. Nous sommes des êtres de vibration. Et du coup, de vraiment prendre soin de ce tout est complet en ça, et comment prendre soin de moi là-dedans, et comme pour se retirer, en fait, parce que l'endroit qui persiste, c'est le gremlins. L'endroit qui attend, c'est le gremlins. C'est un orgueil énorme. Et en fait, je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire que tout d'un coup se faire tout petit pour permettre à ce que l'espace existe. C'est comme le photographe animalier qui veut prendre la photo du lion sauvage derrière son fourré et qui est au milieu de la clairière avec son appareil photo et qui s'agite. Il est où? C'est quand que j'ai la photo? Il est où?
Puis, ah putain, je vais pas rester là 20 ans non plus. Bon, il va me répondre, il va pas me répondre. Et quel orgueil, quelle agitation, quoi. Et en fait, le mot d'ordre, ça serait de, OK, en fait, je reviens derrière le fourré, je me fais tout petit. Donc, je réduis le champ vibratoire pour que de nouveau, ça laisse l'espace à l'autre. Et souvent, les gens me disent, mais quand on se fait tout petit, s'effacer, parce qu'on prend trop de place dans la relation. Souvent, les gens me disent, mais du coup, je lâche l'affaire. Non, ça n'a rien à voir. Parce que le photographe animalier, il la veut, sa photo du lion. Mais il se fait tout petit derrière le fourré, il s'efface parce que sinon il prend trop de place, pour que le lion tranquille puisse sortir. Mais lui, il est bien en vigilance. Parce que il a dit aux filles, moi, c'est ça que je veux. C'est cette photo-là que je veux. Le reste ne m'intéresse pas. Et là, on va parler de focus, en fait. Qu'est-ce que je veux? Et à ce moment-là, il y a de l'espace et il y a beaucoup de chance pour que les choses se fassent. Et si ça se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire. C'est intéressant quand vous parlez notamment de focus. Est-ce qu'il y a des gens qui vous consultent, qui viennent chez Neuroessence et qui ne savent pas ce qu'ils veulent? Oui, beaucoup. 3/4. Oui, oui. Je sais que je veux, mais je ne sais pas ce que je veux. Oui. Oui. Je sais que j'ai besoin d'évoluer, de changer, d'améliorer, de ressentir d'autres choses ou de penser certaines blessures, mais je ne sais pas véritablement ce que je veux. Oui. Parce que poser la question comme ça, brute de pomme, qui consiste à dire « qu'est-ce que tu veux ?» Ouais. Quand vous êtes blessé intérieurement, c'est compliqué de répondre à cette question. Oui, c'est compliqué. Dans ces cas-là, généralement, quand il y a une confusion comme ça, ce qui est 98% des cas, la première chose à faire, c'est de vidanger. Donc, je parle de vidange, donc c'est vraiment de faire le geste, de prendre toutes les pensées et de les composter à la terre. Et prendre les pensées et les composter à la terre, ça peut paraître tout con, mais quand on fait ça, en fait, on prend les pensées réellement et on vide le cerveau. Donc, on nous apprend à drainer le foie, on nous apprend à faire des drainages lymphatiques, à nettoyer les intestins, on nous apprend tout, hein, parce qu'on sait tout faire, mais jamais on nous a appris à vider le disque dur. Or, quand il est plein, il n'y a plus de place pour que le nouveau arrive. Et quand je sais qu'il y a un truc fort avec une énergie forte qui me porte, mais je ne sais pas ce que c'est ou je sais pas ce que je veux de ça, mais je sais que c'est là, ça rend dingue, hein, c'est un truc qui peut rendre dingue, et le temps passe, et ça ne se manifeste toujours pas. En fait, c'est souvent parce que il y a le récipient est plein et que le nouveau ne peut pas être accueilli. Donc du coup, je crois qu'il faut que je trouve des solutions dans ce plein, alors qu'en fait, il n'y a rien à trouver dans ce plein puisque c'est de la pizza périmée. Il y a juste à vidanger pour commencer à faire de la place et donner des intentions aux filles. C'est là où on peut perdre des gens. C'est-à-dire que cette gestuelle que vous faites comme ça, qui est une gestuelle pour le coup complètement abstraite, oui, quelque part, qui peut ne pas être comprise. Oui. Comment est-ce qu'elle se fait pour être sûre de l'efficacité du geste? En fait, un geste vaut 10 000 paroles. Le mental, le cerveau fonctionne avec de la réalité. Donc, un geste vaut 10 000 paroles. Donc, j'ai beaucoup cette question en cabinet. Ça les fait rire, hein. Oui, vous avez vidangé? Oui, enfin bon, je vidangé 2 fois en sortant du cabinet, quoi. Et ça va toujours pas. Je dis, ben, OK, en fait. Moi, je donne les outils, après, faites. Mais par contre, si vous le faites, très rapidement, observez comment ça bouge dedans, comment la clarté s'ouvre, comment en fait, il faut le vivre. Donc, tant que c'est pas fait, il se passera rien. À partir du moment où on commence à le faire, c'est un jeu. La vie est un jeu, hein, de toute façon. Donc, je joue ou je joue pas. Si j'y vais avec ma gravité d'adulte et le sérieux de l'appareil photo, parce qu'il faut absolument cette photo de lion, bon, bah, on se fait chier, en fait, hein. Et ça ne changera pas. Alors que si j'y vais avec ma joie d'enfant en me disant, ouais, elle est un peu bizarre quand même, mais bon, ça me coûte rien. Je suis pas obligée de le faire quand il y a du monde. Mais l'idée, c'est quand même de le faire. Je vais jouer à ça. Et moi, je leur dis, dites à votre cerveau que c'est un jeu. Donc, vous jouez à vidanger. Réellement, avec l'intention de, non, putain, je vais être en retard. Ok, je vidange. Bon, j'arriverai quand j'arriverai. Tout de suite. Je vais être en retard, j'arriverai quand j'arriverai. Je vous donne moins de 48 heures pour observer la différence. Et là, c'est un truc génial. Oui. C'est tout con, ça vaut rien. Ça s'appelle le reset, mettre à zéro. Oui, j'arrête de croire. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas.
Et qu'est-ce que je veux? Je veux que les choses se fassent à l'heure, parce que j'ai pas de temps à perdre pour kiffer, quoi. Mais c'est pas parce que j'ai peur de quelque chose, là aussi je vidange. Donc ouais, ça paraît un truc de maternelle. Non, mais parfois, oui, on pourrait très bien se dire, et je sais très bien qu'il y en a qui vont sourire, qui vont se dire c'est des méthodes de béni oui, c'est un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et c'est pas être désobligeant vis-à-vis de vous, hein, bien entendu. Mais voilà, on se dit tiens, si c'était aussi simple que de faire ce geste, tout le monde le ferait. Oui. Eh ben faites-le. Mais c'est aussi simple en fait. Mais oui, c'est ça. Ouais, ça. Hein, et c'est le gremlin qui est conditionné parce qu'il faut que la vie soit difficile. Faut en chier pour être heureux. C'est ça qu'on nous vend. Hein. C'est difficile. On nous vend l'enfer. Hein, et il faut vraiment prouver pour gagner notre paradis. Hein. On arrive de loin quand même hein, avec cette culture. Et or non, moi je dis on y est déjà au paradis. Pourquoi attendre? Et comment je fais pour vidanger le cerveau? Donc oui, ça fait un peu... Mais on s'en fout. Ça, enfin, moi, j'ai un autre mantra. J'en ai les personnes, quand je les vois la première fois, c'est souvent avec ça qu'elles partent. Alors, c'est toujours pareil. Elles disent pas. J'invite à faire. Après, moi, je peux pas faire pour elles. Mais j'ai tel que je suis pas, je suis parfait. Donc, avec mon Tao, mon Yin et mon Yang, avec mes vibrations hautes et mes vibrations basses, tel que je suis pas, je suis parfait. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant mieux. Et ça, c'est à se répéter. Parce qu'au début, on n'y croit pas. Et puis, au bout d'un moment, à force d'être répété, cerveau droit, cerveau gauche, corps calleux, central, il y a un truc qui s'intègre. Et au bout de 8 jours, vous avez mis des post-it partout et à chaque fois que vous le voyez, vous le répétez. Tout d'un coup, il y a un endroit où il y a une audace différente qui s'invite. Il y a quelque chose qui se passe. Et avec est-ce que ça m'intéresse? Parce qu'on a un schéma. Avec le gremlin, s'il est perfectionné. 10 milliards de pensées à la seconde. Donc, vous imaginez bien que ça va hyper vite. Donc, et c'est des habitudes dans le corps. Donc, c'est pas simple non plus de se débarrasser des habitudes du corps. Donc, j'y arriverai pas. Est-ce que j'ai fait les courses? Pas les courses. Qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir? Je suis fatiguée. Je suis pas fatiguée. T'arrives en retard. C'est trop compliqué, en fait. Donc, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tel que je suis pas, je suis parfait. C'est comme si vous êtes Gare de Lyon et que vous allez jouer du piano. Vous allez jouer votre note. Donc, vous allez jouer, moi, je vais dire aux gens, imaginez, vous êtes Gare de Lyon, vous allez traverser pour aller jouer votre note. Votre note, c'est votre unicité, c'est votre rouge. C'est votre diamant rouge. Vous jouez votre note. Donc, entre le moment où je dis, allez jouer du piano et jouer votre note, il se passe un truc. Tout ça, c'est le gremlins. Non, mais quand même, au final, comme j'ai donné l'ordre et qu'ils payent, ils vont jouer leur note, quoi. Dans un état, je raconte pas, mais ils vont jouer leur note. Et tout d'un coup, ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant mieux. C'est-à-dire que cette note qui est vibratoire, elle va venir, c'est comme le cristal qui va venir déployer sa lumière, hein, puisque si je suis christique et que le soleil rentre, ça fuse, hein, ça prisme. Donc si je joue ma note, si ça plaît tant mieux, c'est-à-dire que j'attire à moi les gens qui peuvent jouer sur ma vibration. Si ça plaît pas tant mieux, c'est que les gens qui ne peuvent pas jouer sur sa vibration, ils s'éloignent. Mais je gagne un temps dingue. C'est vachement plus facile de jouer sa note plutôt que de trier son agenda avec ça. Si je fais ma copine, ça m'a trahi. Alors, je vérifie. Il est pas hyper honnête quand même. C'est super compliqué, ça. Donc, c'est tellement plus simple je joue ce que je suis, ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant mieux. Oui, mais quand même, ta gueule. Les filles. C'est excellent. Moi, ce qui est incroyable, et moi j'adore. Franchement, j'adore. Honnêtement, j'adore ce que vous dites. Je trouve que le fait de l'imager comme ça, les filles au bord de la plage, d'un côté, le gremlins qui est là, le jeu majuscule, etc., l'ego, le truc, le bidule, la pizza pourrie. C'est tellement clair. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est fabuleux. Non, franchement, c'est extraordinaire. Alors, pour finir chez Neuroessence, parce qu'il y a le côté, évidemment, accompagnement thérapeutique, holistique, pour ceux qui en ont besoin, évidemment, qui sont en cabinet. Et puis, il y a les formations de ceux qui veulent appréhender votre méthode. Ouais. Donc, il y a 2 formats de formation que j'ai montés. Donc là, on va ouvrir la 4e promo. Il y a une formation en présentiel qui se fait un week-end par mois à Arles, où j'apprends beaucoup. Donc j'apprends l'outil, hein, bien sûr, je donne l'outil et j'apprends à déconstruire ces schémas de pensée. Le gremlins, comment je me fais piéger, qui parle, et on le pousse. On le pousse parce que l'idée c'est, alors soit c'est du développement personnel, soit c'est des futurs praticiens. Mais l'idée, c'est de pouvoir être en posture, quoi que je vive, avec cette distance, cet humour,
qui fait que tout d'un coup, je suis en train de voir la tomate pourrie, humiliation, mépris arriver, et que non, next, quoi. Et donc, c'est vraiment avoir les codes, mais pour ça, il faut avoir déconstruit tout le cheminement de comment ça s'est mis en place et à quoi je crois et à quoi j'y tiens. Et encore, quand je me dis que j'y suis arrivée, est-ce que c'est pas encore le Gremlins qui me raconte une histoire? Donc, c'est toute cette finesse-là. Et donc ça, c'est en présentiel, et je l'ai aussi ouverte en distanciel. Et où là, il y a une rencontre de 2 jours pour commencer. Après, il y a tout le process en distanciel, et après, ça se fait sous 2 fois une semaine de présentiel où on est tous ensemble. Et ce qui revient au même nombre de jours en pratique. Parce que souvent, ce que j'entends, c'est mais l'outil que tu donnes, que tu fais, tu peux pas le faire en distanciel. Non, il y a distanciel et 2 fois une semaine. Ce qui fait que j'ai des gens de Corse, j'ai des gens de Londres, j'ai des gens de Strasbourg, j'ai des gens qui du coup peuvent s'y retrouver parce qu'il y a moins de frais et il y a quand même la formation. Donc l'objectif, c'est que c'est une formation assez rapide, en 10 mois, et de pouvoir après travailler tout de suite avec, puisque c'est tellement déconstruit que l'outil sort de terre, et avec du simple, on touche du juste. Il n'y a pas besoin de compliquer. C'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on nous a vendu. Avec du simple, on touche du juste. Je trouve que c'est passionnant. C'est passionnant. Et alors, quand vous étiez en train de parler, je faisais juste une petite parenthèse. Il faut qu'on rende l'antenne, mais je me disais, une fois qu'on a maîtrisé ça, qu'on a ces automatismes-là, où on arrive à distinguer qui est qui nous impose quoi et qui essaie de nous dicter quoi, on peut avoir l'appréhension que ça revienne. Bah non, puisqu'on a les outils pour le virer. On n'a plus qu'à jouer, en fait. C'est un bonheur. C'est drôle. Et puis moi, je ris de moi. Parce que je me vois créer les situations, je vois comment... Et je me dis, extraordinaire, bravo. Puis des fois, je me gamelle. Je me suis prise pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, ça va pas. Donc les enfants, c'est... Maman, ça va pas? Non, j'en ai pour 3 jours. Là, je suis dans la boue, quoi. Et ça n'a aucune importance. C'est ça qui est génial. C'est qu'on comprend qu'en fait, rien n'est grave. On joue pas nos vies. Franchement, on joue pas nos vies. Par contre, on a à les vivre. Est-ce que vous êtes en paix? Oui. Oui, parce que je suis complètement abandonnée à mes neurones qui ont quitté les transats. Hein, c'est ça? Puisque maintenant, elles sont réveillées. Elles ont dormi quelques années. Et du coup, je m'abandonne à elles parce que elles m'ont construite en intra-utérin. Elles ont permis tout le chemin de vie qui était merveilleux et de trouver mes solutions, mes réponses, d'avoir 2 enfants géniaux. Ouais. Et je ne peux que m'abandonner à elles. Je peux pas douter de ça. Et vos enfants mettent en pratique ça? Ouais, ils se marrent bien, mais oui. En tout cas, ils sont baignés dedans. Hein. Bah oui, clairement. Ma fille, c'est oui, alors les copines, vidange. Après, tu me parles. Bon, alors elle m'a quand même fait ça à l'école. C'est incroyable. On va vous mettre autour de la vidéo, évidemment, tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Alessandra, avec notamment Neuroessence, avec les liens de l'école qui se trouve dans le sud de la France. Mais vous avez compris aussi le principe de la visio et puis par téléphone, etc., etc. Il y a plein de choses à faire. Merci infiniment. Merci. J'ai adoré cet échange et j'ai adoré aussi votre pédagogie, la manière dont vous expliquez les choses avec beaucoup de... C'est très imagé. Oui. Très illustré comme propos. Mais c'est vachement bien parce que les neurosciences, c'est vite indigeste. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais. Quand on commence à partir dans ce délire... Oui. Ça peut vite prendre des proportions où on décroche au bout de quelques... Absolument. Mais là, la visualisation, le coup des neurones à la plage, on les voit. Je vous assure qu'on les voit. Merci Alessandra, merci infiniment. Merci Marc. Merci, on se retrouve très vite, vous commentez, vous partagez avec bienveillance comme toujours. Puis alors si vous n'êtes pas abonné, nom de Zeus, qu'attendez-vous? À très vite pour une prochaine rencontre. Salut.